Bonjour et bienvenue au microphone Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. Je parle de l'édition du vendredi 2 septembre 2022. Dans cette édition, on va parler de la haine en ligne envers les élus politiques du pays. On va parler d'une nouvelle solution pour trouver les produits que vous cherchez par Internet, mais qui sont vendus par un marchand près de chez vous. Et on va parler à l'inventeur d'un nouveau système de traçage de valises, de sacs, un système qui est basé sur les utilisateurs. Sinon, il y a Thierry Weber qui nous parle d'une nouvelle approche suisse de la vidéoconférence. Et puis Stéphane Ricoul s'intéresse au métavers et ses bienfaits pour le monde des affaires. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends quand même un instant pour saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Véronique Lacroix, Éric Cahouette, David Chevalier, Charlene Rocailla-J et Jean Genet. À vous 5, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une très bonne écoute. Avant de passer à l'actualité de la semaine, permettez-moi de revenir sur une nouvelle qui n'a pas beaucoup eu d'écho, selon moi, la semaine dernière. Et pourtant, c'est fort intéressant. On a l'impression d'être au début de quelque chose. C'est cette annonce d'une collaboration entre SpaceX et T-Mobile aux États-Unis pour offrir un forfait de couverture qu'ils appellent le Coverage Above and Beyond, soit une connexion Starlink directe à partir des téléphones intelligents existants qui, du même coup, crée une connexion cellulaire partout dans le monde, peu importe la distance entre le téléphone et une tour cellulaire. Parce qu'à défaut d'avoir accès à cette tour cellulaire-là, vous avez accès au satellite de Starlink. Ce miracle de la technologie sera possible à compter de la fin de l'an prochain, alors que SpaceX va commencer le déploiement dans l'espace des satellites de sa nouvelle génération, les Starlink V2, qui pourront utiliser les fréquences existantes du réseau cellulaire terrestre. Une connexion directe par satellite, donc, qui fonctionnera alors avec tous les appareils iPhone et Android existants. Ça va permettre au téléphone de se connecter directement au satellite. Au début, le service ne sera pas vraiment rapide. On parle de 2 à 4 mégabits de bande passante, mais avec le temps, le débit devrait augmenter. Ce qui explique qu'au tout début, il sera seulement possible d'envoyer des SMS ou des MMS, suivra plus tard dans quelques temps les conversations vocales ainsi que de petites quantités de données qui pourront être acheminées. Ce qui est surprenant, et il faudra voir combien de temps ça va tenir cette offre-là, mais pour le lancement du service de Starlink, T-Mobile dit avoir l'intention d'inclure le service satellite dans ses forfaits standards sans frais supplémentaires ni augmentation de tarifs. En passant, selon les gens de SpaceX, près de 20% des États-Unis sont inaccessibles par les réseaux sans fil traditionnels. Sinon, dans l'actualité, cette semaine, en Californie, les réseaux sociaux seront bientôt obligés de mieux protéger les enfants. C'est que les membres de la législature de l'État de la Californie ont adopté cette semaine le texte d'une nouvelle loi destinée à obliger les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou encore Snapchat, mais également toutes les autres plateformes numériques, incluant celle du jeu vidéo, à faire passer les intérêts des enfants avant le profit des entreprises. Pour que le texte devienne loi, cependant, il reste au gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, de signer le document en question. Ce projet de loi, s'est entériné, touchera toutes les entreprises qui offrent des services en ligne qui peuvent être utilisés ou accédés par des internautes de moins de 18 ans. Et l'idée est très claire, c'est que l'entreprise doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lors de la conception, du développement et de la fourniture de son service. Quand on sait que les réseaux sociaux sont régulièrement accusés d'avoir des effets négatifs sur les jeunes utilisateurs, on peut penser que la loi va prendre tout son sens et ça sera sûrement utilisé par des associations de défense ou des parents qui vont vouloir poursuivre les grandes plateformes. Mais il ne faut pas oublier que la Californie, c'est aussi le berceau de la Silicon Valley et des géants de la technologie. Alors, on peut imaginer que le gouverneur a déjà eu quelques coups de fil de lobbyistes pour le faire réfléchir avant de signer la loi. Cela étant dit, cette loi, ce n'est pas une première dans le monde. Les Californiens se sont inspirés d'une loi adoptée au Royaume-Uni l'an dernier pour écrire leur texte, mais ils ne se cachent pas pour dire que, avec un peu d'espoir, si la loi est acceptée en Californie, ils espèrent que d'autres États emboîteront le pas.
Et comme s'il voulait prendre de l'avance sur la loi et jouer au bon citoyen corporatif, on apprend qu'Instagram va limiter le contenu sensible par défaut pour les nouveaux utilisateurs de la plateforme qui semblent être des adolescents. Il semble qu'Instagram va automatiquement activer le filtre de contenu le plus restrictif pour tous les nouveaux utilisateurs âgés de moins de 16 ans. Et quand on parle de filtrage de contenu, c'est en lien avec la violence, le sexe et autres sujets sensibles, entre guillemets. Alors, ce nouveau niveau de filtrage affectera le type de contenu qu'ils pourront voir, évidemment, mais également la recherche, les Reels, les comptes suggérés, les recommandations et même les hashtags qu'ils pourront voir. Et puis, maintenant, il ne reste plus qu'à voir la robustesse de ces filtres. D'ici 1 ou 2 semaines, on devrait bien voir. Un nouveau rapport d'Adobe intitulé Future of Creativity nous apprend que 6 influenceurs sur 10 ne gagnent pas leur vie sur les réseaux sociaux. Même si on a l'impression qu'ils sont devenus des millions et des millions à vivre des réseaux sociaux, ce ne serait pas le cas. Adobe a fait cette étude en mai dernier auprès de 9000 créateurs en ligne dans 9 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et le Brésil. Et dans cette étude, on apprend qu'à partir de 2020, plus de 165 millions de personnes sont devenues des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux en publiant régulièrement des posts, des publications. Au Brésil ou encore aux États-Unis, ce sont des dizaines de millions d'utilisateurs supplémentaires qui sont arrivés dans cette industrie. Maintenant, de tous ces gens qui publient sur les réseaux sociaux, combien d'influenceurs gagnent leur vie sur les réseaux sociaux? Selon l'étude, les vrais influenceurs, entre guillemets, ceux qui gagnent leur vie grâce aux réseaux sociaux, ne représentent que 14% des utilisateurs interrogés. Toujours selon l'étude d'Adobe, 2 utilisateurs sur 5 qui se lancent dans la création de contenu rêvent d'y faire carrière. Mais malheureusement, vous vous en doutez, tous n'y parviendront pas. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter le site gensinternet.fr parce que vous y retrouverez un dossier sur le sujet et le lien vers l'étude d'Adobe. Mauvaise nouvelle pour Mark Zuckerberg, le patron du métavers de Meta vient de quitter. Et si vous vous posez la question, non, on ne sait pas, les raisons de sa démission n'ont pas été dévoilées par son employeur. Vivek Sharma était à la tête du projet Horizon depuis 1 an et venait de la section Facebook Gaming où il avait notamment supervisé le lancement de l'application Facebook Gaming dont on a annoncé le retrait des boutiques d'applications cette semaine. Avec le départ de Sharma, Meta va probablement en profiter au passage pour unifier les 2 divisions de la compagnie qui touchent au métavers. Alors, celle de Sharma qui était dédiée au Horizon World va probablement rejoindre l'unité qui travaille au développement du métavers en général. YouTube révélait cette semaine dans un article de son blog que ses utilisateurs ont pris l'habitude de visionner les vidéos en accéléré. Disponible depuis de nombreuses années, il semble que maintenant, plus de 85% des gens qui sont sur la plateforme utilisent cette fonctionnalité. Par défaut, YouTube propose la vitesse de lecture normale d'une vidéo, mais il est possible de ralentir ou d'accélérer la vitesse de lecture de celle-ci. YouTube dit que leurs utilisateurs ont économisé en moyenne, et ça c'est amusant, plus de 900 ans de temps vidéo par jour en regardant à des vitesses plus rapides. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette publication, c'est d'apprendre que sur YouTube, les vidéos sont regardées en accéléré, particulièrement le soir. Et YouTube dit que selon le temps de la journée, les habitudes changent. Par exemple, les utilisateurs emploient plus souvent la vitesse de lecture pour accélérer ou ralentir à l'occasion leurs vidéos le soir, avec un pic à partir de 23 heures, mais le matin, à partir de 6 heures, les vitesses de lecture sont utilisées que très peu, donc on les regarde à vitesse normale. Les utilisateurs commencent à se tourner vers des vitesses plus rapides au fur et à mesure de leur journée. YouTube observe une légère baisse de l'utilisation du changement de vitesse à l'heure du souper, entre 19h et 20h. Cette semaine, l'Observateur des technologies médias a publié 2 rapports au sujet de l'utilisation des services de vidéo sur demande par abonnement, les VSDA, des francophones au Canada, un concernant les adultes et l'autre au sujet des enfants. On y apprend d'abord, pour ce qui est de l'étude sur les adultes, que 72% des Canadiens francophones sont abonnés à au moins un service de vidéo sur demande par abonnement, soit Netflix ou un autre, et que les abonnés francophones à ces services ont tendance à regarder environ 7 heures de contenu provenant de ces plateformes par semaine.
Depuis son lancement en 2019, Disney+ a rejoint Netflix et Amazon Prime sur le podium des 3 premiers services de visionnement continu au Canada. Ces 3 services sont en tête aussi bien pour ce qui est des abonnements que pour le temps d'écoute des Canadiens francophones. Maintenant, pour ce qui est des jeunes Canadiens, on apprend que 4 enfants francophones âgés entre 2 et 17 ans sur 5 visionnent du contenu provenant de ces services de visionnement continu au cours d'un mois. Netflix demeure le service le plus populaire auprès des jeunes. 4 enfants francophones sur 5 ont un accès à Netflix et de son côté, Disney+ serait fréquenté par un enfant sur 2 au pays. Et parlant de Netflix, selon une étude du site de comparateur de sites web de jeux Time to Play, plus de la moitié des Canadiens partageraient et utiliseraient les comptes Netflix d'autres personnes. La Nouvelle-Écosse est la province numéro 1 en la matière avec 71% des habitants de la province qui partagent leur compte Netflix. Mais de l'autre côté, c'est en Saskatchewan que les gens partagent le moins leur compte. Seulement 38% le font. Si vous vous posez la question, au Québec, c'est 61% des répondants qui disent partager un accès à Netflix. En passant, 64% des répondants, ils étaient plus de 1007 à participer à cette enquête, ont dit qu'ils ne paieraient pas pour leur propre compte Netflix si jamais Netflix interdisait le partage de comptes. Et puis en conclusion, selon l'enquête, en moyenne, 2,3 Canadiens utilisent le même compte Netflix. Cette semaine, le thème de l'harcèlement des politiciens en ligne a refait surface dans les médias et parmi ceux qui ont nourri l'actualité sur le sujet, il y a mon premier invité. Alain Reyes, le député fédéral de la circonscription de Richmond-Arthabasca, a publié cette semaine une vidéo pour dire qu'il en avait assez de toutes ces attaques, ces insultes et ces menaces qu'il recevait et qu'à compter de maintenant, il n'allait plus rien laisser passer. Juste avant de lui parler, je vous fais entendre un court extrait de sa vidéo. Bonjour tout le monde. Je vais prendre un moment aujourd'hui pour m'adresser aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et de façon plus large à la population qui est inquiète présentement du climat toxique que l'on vit dans le paysage politique et de façon plus importante dans les réseaux sociaux. Je l'ai vécu de façon assez intense, je vous dirais, pas plus tard qu'hier, alors que j'ai fait une publication en toute simplicité, avec une bonne intention, de souhaiter une belle rentrée scolaire à tous les élèves et aux membres du personnel qui recommencent une nouvelle année et on sait comment ça a été difficile, particulièrement dans les 2 dernières années. Et là, je vous le dis là, ma page Facebook a été remplie de commentaires politiques qui n'avaient aucunement leur place à cet endroit-là. Bonjour Alain Reyes. Bonjour. Alain, on vient de l'entendre dans l'extrait de la vidéo. J'ai l'impression que vous avez atteint votre limite de saturation du supportable. Oui, tout à fait. Ça fait quelques années, là, je dirais depuis l'élection de Donald Trump, qu'on sent dans la sphère politique un changement de ton sur les réseaux sociaux. Je dirais même de temps en temps, là, mais moins souvent dans les lieux publics lorsqu'on rencontre les gens en personne. Quand on n'est pas en arrière d'un écran, d'un clavier, c'est beaucoup plus difficile d'être injurieux ou d'utiliser des propos déplacés. Mais on sent qu'il y a un mouvement, une tendance à permettre de dire ce que l'on veut et de se cacher en arrière de la supposée liberté d'expression pour se permettre ces propos-là qui sont à mes yeux rendus, qui sont inacceptables, que je tolérais sincèrement dans le passé en me disant, bon, les gens vont faire la part des choses, qui je suis moi pour décider ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. La ligne est très mince. Je pense que toutes les personnes qui se préoccupent de cet enjeu-là le savent et on veut pas de censure. Là, je suis d'accord, je suis un des grands défenseurs. Mais là, lundi, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Comme je l'ai dit dans ma publication, un post, là, excusez l'expression, sur Facebook en toute simplicité pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux élèves et au personnel du monde de l'éducation qui commençait une autre année après 2 années difficiles. Et là, les gens sont mis à faire des commentaires sur la politique, sur l'élection de la course à la chefferie de mon parti. Bon, les gens qui aiment pas Jean Charest naturellement, qui sont très près du mouvement de Pierre Poilievre. Et c'est surtout, ça c'était une chose, mais le ton utilisé. Puis les commentaires que j'ai reçus de quelques citoyens, des membres de mon personnel au bureau, qui ont été sur le choc de voir ça, qui comprennent pas. Et certains même qui m'ont dit, on ne sent même plus à l'aise de commenter sur ta page Facebook parce qu'on veut pas recevoir ce goudron-là. On demande pas ça, nous autres. Donc, j'ai pris la décision
l'étape ultime que j'aurais aimé éviter, que je ne me permettais pas de faire auparavant, c'est de bloquer les gens. Avant ça, je masquais certains commentaires que je jugeais à la limite. Et je me suis dit, ben tant pis, c'est plate, là, comme je vous dis, j'ai un ras-le-bol. Je le dis avec le cœur, là, j'en ai ras-le-bol, puis je me dis, ceux qui crieront à la censure, au contrôle de l'information, ben tant pis, allez voir ailleurs. Puis s'il y en a qui veulent me poursuivre, parce qu'il y en a qui l'ont tenté, cette expérience-là, dans le passé, avec d'autres politiciens en disant, ben c'est la façon de communiquer avec vous, ben ils le feront. Et je m'assume, puis pour moi, pour ma santé mentale, pour la santé de mes proches, que je sens une obligation de protéger. Je le dis, j'ai même le moton quand j'en parle. Puis si ça peut éveiller d'autres personnalités publiques, de dire, regarde, on le voit, là, les gelés par balles des chefs de partis politiques au provincial. Cette semaine, les bras m'ont tombé quand j'ai vu ça. Et les exemples sont flagrants de tout parti politique. Il n'y a pas de partisanerie il n'y a pas d'intervention calculée de ma part dans ce message-là. Mais votre message vidéo, vous l'adressez à qui? Parce qu'à la fois, on le sent que c'est pour annoncer la nouvelle façon de faire aux abonnés de la page Facebook, mais de l'autre côté, il y a des messages qui sont lancés. Alors, vous avez pensé à qui quand vous vouliez faire cette vidéo-là, quand vous l'avez publiée? Ouais, j'ai pensé à bien des gens. J'ai tenté de pas le personnaliser parce que je voulais justement pas que ça soit vu comme une intervention politique partisane de par mon implication. Donc, vous aviez qui en tête? Mais c'est clair que je sens qu'il y a des politiciens. Si je parle aux politiciens, je pense à des animateurs de radio, là, pour pas nommer personne, qui font de l'aveuglement, que je dirais volontaire. Qui ne dénoncent pas ces situations-là de peur de déplaire à une partie des gens qui les suivent et qui sont tannés. Là. Il y a une colère, là, je le consens, là, je suis d'accord avec ça. Ça fait 2 ans, moi aussi, que je le vis avec la pandémie, des gens qui sont insatisfaits des mesures. Même nous, les politiciens des oppositions, on s'est sentis bâillonnés à un certain moment parce que on avait l'obligation d'être solidaire avec les gouvernements, puis en même temps, on n'avait aucune tribune. Il y a des gens qui ont stigmatisé les individus. Je suis d'accord avec tout ça, mais je pense qu'on a dépassé une limite. Ce qui est arrivé à Christina Freeland, la ministre des Finances, dans un ascenseur en Alberta par cet homme physiquement imposant. Je vous le dis, moi, j'en avais des sueurs dans le dos quand j'ai vu ça. Ça pourrait m'arriver à moi aussi, une situation comme ça, par quelqu'un qui est pas content de mon travail. Quand je regarde la façon que tes messages je vous lis, là, en direct, un message que j'ai reçu sur Twitter, parce que là, j'en bloque de plus en plus, là, depuis 24 heures. Si tu me permets, Bruno, oui. Une journaliste me posait la question dans l'entrevue tantôt, est-ce que vous vous sentez menacé? Je me sens pas menacé, mais je suis inquiet. Puis je lis un commentaire de quelqu'un, naturellement un troll avec un nom bizarre. C'est toxique quand ça fait pas ton affaire. Aux dernières nouvelles, on n'est pas encore dans un pays communiste, mais presque. Puis ton nom est pas écrit sur ma facture d'Internet, fait que ta gueule Raïs. Tu sais, quand on se met à y penser, là, je le croiserais dans la rue, cette personne-là, puis elle me dirait ça, là. On peut imaginer le ton, l'agressivité qu'il y avait en arrière de ça. C'est une ligne, je pense qu'on est au Québec, on est au Canada, dans un pays du G7 démocratique. Fait que c'est ça, puis sincèrement, j'ai de la misère à dormir, puis peut-être que c'est en vieillissant, j'ai atteint 50 ans, puis j'ai plus de difficultés à supporter peut-être la pression. Certains vont me dire que je suis mou. Quelqu'un m'a écrit, vous êtes bien payés les politiciens, fait qu'on s'attend à ce que votre carapace soit plus grosse que les autres. Ben, c'est plate, là, mais en arrêt des politiciens, il y a des êtres humains, puis c'est pas vrai. Puis moi, comment je dirais ça? J'essaie pas d'être aimé. C'est pas mon objectif en politique. Il y a des gens qui pensent qu'on fait ça pour être aimé. Non, c'est pas. Je fais ça parce que j'y crois, parce que j'ai envie de poser un geste, puis j'ai pris la sphère politique pour le faire. Puis je partage mes opinions, puis je sais très bien que 100% des gens ne seront pas d'accord avec moi. Je l'assume, puis je le respecte. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, puis vous défendez la liberté d'expression, vous devriez être respectueux que j'ai une opinion aussi qui est différente du vôtre. Puis drôlement, c'est ces gens-là qui crient liberté partout, qui sont les premiers, qui sont condescendants, agressifs et qui utilisent un langage intimidant. Puis on pourrait en parler, là, mes citoyens qui se sentent plus à l'aise d'aller sur ma page, les réseaux sociaux, c'est rendu un mode de communication. On peut plus s'en passer en politique. C'est une façon de rester en contact avec notre monde. Fait que si mes citoyens que je représente, qui m'ont élu,
ne se sentent plus à l'aise parce que 97%, puis on a fait l'exercice, des gens qui sont agressants auprès de moi sur les réseaux sociaux ne viennent pas de ma circonscription, ne viennent pas de ma famille politique, à part dans le cas de cette course à la chefferie là, qui était toxique. Mais fait que c'est ça. Fait que c'est un roll-ball. C'est comme c'est enough is enough. J'ai mis la ligne pour moi jusqu'à ce qu'on trouve des solutions. Puis ça, ben pour trouver des solutions, ça va prendre une prise de conscience de la société, de tous les leaders. Et si je peux me permettre, là, je parle beaucoup, Bruno, mais hier, ça m'a fait du bien de voir des confrères consoeurs du NPD, du Parti libéral et du Bloc québécois qui m'ont écrit des mots, certains qui ont liké, qui ont repartagé sur Twitter ou sur Facebook ma vidéo. Et bon, je m'étais dit, bon, au moins, ces gens-là ont compris qu'il n'y avait pas rien de partisan là-dedans, puis des gens du gouvernement au Québec, des candidates des différentes formations politiques au Québec aussi, je pense à une candidate du Parti québécois qui dit, j'aurais pensé partager quelque chose de conservateur, mais ça a du sens ce qu'il dit, fait que je le repartage. Sincèrement, les gens disent que ils ont le sentiment que les gens sont pas solidaires dans certains dossiers, que ça se fasse de façon non partisane, mais vous avez un exemple là que ça touche de plus en plus de monde. Avez-vous l'impression, Alain, qu'on devrait commencer à légiférer au Canada? Parce que je vous donne l'exemple du Japon, où ils ont resserré récemment la loi et des insultes faites à un autre internaute, désormais, ben, c'est punissable. Ça peut aller jusqu'à 12 mois de prison puis 2600 $ d'amende. Avez-vous l'impression que si on avait ça au Canada, ça pourrait faire réfléchir certains internautes avant d'écrire des bêtises? Peut-être, mais je suis pas rendu là dans ma réflexion à aller jusqu'à cet endroit-là. Je pense qu'il y a peut-être des moyens technologiques qui permettraient. Moi, je suis inquiet par rapport à la sécurité, puis par rapport à ce ton-là qui monte, cette escalade-là, qui fera en sorte qu'on arrivera à un moment où il y a un geste serait posé, irréparable, puis qu'on se dirait qu'est-ce qu'on a fait là. Je voyais le premier ministre Justin Trudeau qui disait oui, on est préoccupé, tout ça, mais ça fait des mois aussi qu'on se pose la question. On va dire les ministres au gouvernement fédéral ont même pas de garde du corps dans un pays du G7. C'est le minimum, là. Je pense qu'il y a des. Fait que arrêtons de réfléchir puis posons des gestes. Avec la technologie, le Bruno, tu es un expert de ce milieu-là. Tous les grands réseaux sociaux utilisent des algorithmes, sont capables de savoir tout ce qui nous intéresse, nous bombardent de publicité ciblée. Je peux pas croire qu'on n'est pas capable d'avoir des outils pour détecter ces choses-là de façon automatique, sans qu'il y ait nécessairement de la délation au premier niveau, ou peut-être que, je sais pas, moi, je lance des idées comme ça dans le débat, je sais pas, un comité des experts neutres au Parlement canadien, dans d'autres sphères aussi que ça pourrait se faire, qui sont capables, avec des outils technologiques, de détecter les signaux d'alarme, les flags jaunes, un flag rouge, pour dire, oh, là, faut qu'on prenne des mesures pour protéger ces gens-là, faut qu'on fasse une certaine censure ou en tout cas contrôle, qu'on valide. Ce qui est acceptable pour moi n'est pas nécessairement pour une autre personne. Qui je suis, moi, pour décider ce qui est bon de ce qui est pas bon? Je me la pose moi-même, cette question-là. Je la connais pas, la réponse, mais je dis c'est assez. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ça fait un moment que vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi, je me souviens des messages que vous aviez faits à l'époque quand vous étiez maire de Victoriaville. Avez-vous l'impression, puis déjà, moi, je me souviens de publications que vous aviez faites, notamment à un moment donné, là, quand il y avait eu la crise des étudiants. Il y avait un ton, je vais dire en guillemets, le vicieux dans certains commentaires qui avaient été publiés, mais on n'était pas à ce qu'on est aujourd'hui. Puis là, on a l'impression que les politiciens, toutes couleurs confondues, sont devenus des punching bags pour le malheur des gens qui se sentent opprimés dans la société. Puis vous avez mentionné le phénomène Trump, mais au Canada, parce que ça fait un bout de temps là, aux États-Unis que c'est accepté, mais au Canada, c'est quoi? Est-ce que c'est l'influence de Trump, selon vous, ou est-ce que c'est les 2 ans de pandémie qu'on a passé, où là, les gens en ont trop, puis ils ont décidé que les politiciens allaient être les déversoirs sur lesquels ils allaient être défrustrés? Ouais, je pense que c'est un peu des deux. La pandémie a exacerbé cette situation-là par, je dirais, la centralisation de l'information, le peu de place aux gens qui se posaient des questions, qui n'étaient pas nécessairement en accord, les gens qui étaient contre les vaccins, qui étaient contre les mesures, c'était pas tous des hurluberlus à la base, mais il arrive un moment où ils se sentent stigmatisés, puis ça, je l'ai dénoncé, là, moi, à plusieurs reprises.
J'ai été frustré, moi, de pas être capable de pouvoir aider des gens puis qui se posaient des questions. Moi-même, dans ma propre famille, on a eu ces échanges-là. Ça a créé des frictions à bien des endroits. Mais oui, ça a été amplifié. Puis il y a des gens qui en profitent aussi à des intérêts partisans. Puis ça, ben, je trouve ça malheureux, honnêtement. Puis ça a été dur, la course à la chefferie qu'on a vécue au Parti conservateur qui achève très bientôt, parce que il y a eu une prise de contrôle par un groupe là, d'individus qui étaient les pros du convoi, les anti-systèmes, les anti-vaccins, qui sont rendus dans notre famille conservatrice, dans laquelle moi, sincèrement, je me retrouve plus. Là. C'est un wake-up call que j'envoie là, en disant, on peut pas laisser faire ça là, pour des intérêts à court terme en ce moment. Puis je dis dans ce cas-ci, mais de l'autre côté, je vois le premier ministre Justin Trudeau, puis je vois certains politiciens qui, à certains moments, auraient pu utiliser des termes plus appropriés pour parler de ces gens-là au lieu de les stigmatiser dans un coin. Je pense à des animateurs d'émissions à grand déploiement qui, sur les réseaux sociaux, les traitent de tous les noms. Ces gens-là, ben, on n'aide pas la situation. C'est documenté dans l'éducation. Moi, je viens du monde de l'éducation. Quand vous avez un jeune qui est turbulent dans une classe, la dernière chose que vous faites, c'est de le stigmatiser puis de le confronter. Il envoie un message. Soyons à l'écoute de ce message-là. Personne ne pensait que Donald Trump gagnerait. Il y a des gens qui votaient pour Barack Obama qui ont voté pour Donald Trump. Il y a une partie de la population qui est aussi en colère contre l'élite, contre les gestionnaires qui prennent des décisions, qui ne se sentent plus écoutés, qui ont l'impression qu'on se préoccupe beaucoup des minorités, mais pas d'une majorité. Et je pèse mes mots là parce que certains pourraient prendre juste une section. Je dis pas qu'il faut pas se préoccuper de ces gens-là. C'est juste qu'il faut être aussi sensible au message qu'on reçoit pour éviter de tomber dans ce que l'on est rendu aujourd'hui. Puis ça, cette épuration dans le discours, le fait que si on pense pas comme les autres, on peut être mis de côté. Il y a les méchants, puis il y a les bons. Les gens aiment ça, là. Moi, les conservateurs dans la sphère politique, on est les méchants, là. On est les Darth Vader de Star Wars. Ben, il y a des enjeux là, qui touchent les gens là, qu'on représente. On a été élus, nous aussi, par les mêmes citoyens qui ont élu d'autres politiciens. Fait que c'est ça. Je sais pas où on s'en va où, sincèrement. Je suis inquiet. J'ai participé à un panel avec l'Université Laval, avec des professeurs d'université, il y a à peu près 3-4 mois de ça. Et j'ai écouté les professeurs d'université qui disaient on est immunisé au Canada, c'est pas comme aux États-Unis, puis ailleurs. Puis là, je les ai écoutés parler, puis sincèrement, bon, des professeurs d'université, là, avec un discours, je veux pas être déplacé, mais bon, assis dans un bureau à analyser des documents, des chiffres et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai pris la parole, puis j'ai parlé dans un langage assez vulgarisé, là, puis direct. Je disais, non, il dit, moi, je vous le dis, là, ça fait 7 ans que je suis au Parlement canadien. Puis je la vois monter la colère. Puis si vous pensez qu'on est immunisé, ben c'est déjà un gros problème. C'est déjà un grave problème. Parce qu'on n'est pas immunisé, puis ça va prendre une petite étincelle pour le vécu avec le convoi à Ottawa. Moi, c'est la première fois vraiment que physiquement, je me suis senti en danger pendant le convoi. À la fin, lorsqu'ils ont décidé de les sortir des rues d'Ottawa, puis qu'on devait traverser du Parlement à nos bureaux par la rue principale ou sur Wellington où les gens avaient fait leur campement, on passe une rue, là, vous pouvez imaginer, là, 4 voies. Il n'y a pas de policiers, ou en tout cas, s'ils sont là, on les voit pas parce qu'ils sont camouflés dans la foule. Et là, les gens, il y a comme une haie d'honneur qui nous attend le long de la traversée et qui nous crient des bêtises, des noms, qui font aucune distinction par rapport aux partis politiques et à nos opinions qu'on peut avoir. D'un bord, j'avais des gens qui me disaient que je défendais pas les gens pro-liberté puis qui étaient contre les mesures. Puis de l'autre bord, j'avais les pro-mesures qui me disaient que vu que j'étais un conservateur puis certains de mes confrères les avaient supportés, que j'étais de leur bord. Et que je me disais, il doit y avoir quelque chose qui marche pas si je suis des deux côtés en même temps, là. Vous avez vécu ce que bien des journalistes vivent quand ils couvrent l'actualité politique. Et qui a dit, Bruno, beaucoup d'analystes et journalistes m'ont écrit hier pour dire qu'ils sentent ce climat-là, parce qu'eux autres, ils suivent les caravanes, ils suivent les politiciens. Puis je tiens à le dire, mon message, j'ai dit à un moment donné, tous les leaders des organisations, ça, plusieurs ont entendu juste un message au milieu politique. Non. Tantôt, tu as fait référence à ce que j'ai vécu quand j'étais maire avec la crise étudiante à Victoriaville, l'émeute qui a eu la deuxième pire émeute au Québec. Mais j'avais d'un bord les étudiants
qui avait le droit de s'exprimer. J'avais l'autre bord la sécurité publique qui devait faire son travail, protéger la démocratie de politiciens qui étaient en congrès, en réunion. Et là, je voyais tout ça de tous les côtés, puis je me disais, comment ça se fait que les leaders syndicaux, les gens qui ont un micro dans les émissions, les différents chefs de partis politiques ne dénoncent pas cette escalade-là et ce risque potentiel? Je l'ai dit à, je sais pas à combien d'entrevues, là, on n'a pas assez de doigts dans nos deux mains, dans nos quatre mains pour le dire, mais ça, c'était il y a déjà quelques années de ça. C'était le début de cette escalade-là, de gens qui ne se sentent plus écoutés. Puis le mode de scrutin, on pourrait en arriver à ça au bout de la ligne. Si ce qu'on regarde au Québec, 40% qui peut faire élire 80% des députés. Je l'ai dit même à des confrères que je connais bien de la CAQ. J'ai dit c'est dangereux. Parce que si les gens se sentent plus écoutés par les partis d'opposition, c'est dans la rue que ce cri du cœur va sortir. Puis on le sent je l'entends, là. C'est aux gens, c'est pas parce que je veux pas l'entendre. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un ton que je suis capable d'accepter, puis il y en a un autre que c'est fini. C'est too much pour moi. En terminant, Alain, est-ce que ça vous est passé par la tête de quitter les réseaux sociaux? J'ai cette question-là tellement souvent, puis même quand j'étais maire dans le temps, puis j'ai défendu le fait de ne jamais quitter les réseaux sociaux. C'est comme les grandes compagnies, c'est pas parce qu'on quitte que ça va arrêter. C'est clair. Pour moi, on peut pas quitter les réseaux. Ça ne change. L'évolution de la société, on peut essayer de tenter de la ralentir, mais on peut pas l'arrêter. Puis les réseaux sociaux font partie du paysage. C'est devenu, toutes les données le démontrent, c'est devenu la source numéro 1 d'information des citoyens. Les gens multiplient les différents endroits pour aller chercher leur information. Donc non, mais maintenant, comment on fait pour légiférer ça? Sans brimer la liberté d'expression, sans qu'il y ait de la censure, sans que quelqu'un décide ce qui est bon de ce qui est pas bon. Ça aussi, ça me fait peur. Moi aussi, je vous le dis, là, en 15 ans, j'avais bloqué 15 personnes. Une personne par année. Vous pouvez imaginer comment ça devait être violent, là, les messages, là. Une seule. J'en masquais, j'utilisais cet outil-là pour diminuer leur impact parce que je recevais l'autre bord des gens qui me disaient quand les gens pensaient que je cautionnais parce que je laissais des choses. Non, je me disais, c'est à vous à décider. J'étais pris dans cette idéologie-là moi-même par rapport où je me situais. Mais là, je me rends compte que ça affecte mes proches qui n'ont pas demandé de vivre la politique, qui la subissent. Puis ça affecte mes propres citoyens qui souhaitent pouvoir s'exprimer. Puis je vous dis, ça a fait du bien des commentaires ce matin. Puis en courant de journée, des gens qui n'osaient pas s'exprimer, qui là aujourd'hui sortent, puis qui prennent le contrôle, puis qui démontrent clairement que ces gens-là sont une minorité, mais donnent l'impression d'être la majorité. Alain Reyes, député de la circonscription de Richemont-Tabasca à Ottawa, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bravo pour le message que vous envoyez sur Facebook. Puis, j'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de course. Merci. Au leadership du parti. Au plaisir de rejaser avec toi, Bruno. Au revoir, Alain. Bye. Un entrepreneur de Montréal vient de lancer un service en ligne pour aider les consommateurs à trouver des produits en magasin, pas pour trouver des magasins qui pourraient vendre un type de produit, non, pour trouver le produit et ensuite trouver un commerçant près de chez soi qui propose le produit en question. Pour en savoir plus sur LocoShop, on rejoint à l'instant Dan Facciolo, le fondateur de LocoShop. Bonjour Dan Facciolo. Bonjour Bruno. Dan, c'est quoi LocoShop? LocoShop, c'est une plateforme de géolocalisation de produits. On est un petit peu comme Amazon pour tous ceux qui font du shopping en ligne, sauf les résultats proviennent toujours de magasins locaux, magasins physiques locaux. Donc, c'est très important de faire cette distinction-là. Donc, nous, on a créé la plateforme pour offrir vraiment tout ce qui est bien d'une expérience Amazon, donc la recherche par mots-clés, recherche par marque. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas de plateforme qui facilitait vraiment la géolocalisation du produit. Donc, comment trouver un produit facilement en magasin à partir d'une recherche en ligne. Parce que c'est ça que je trouve intéressant de votre part. On connaît des applications qui permettent, ou des applications, des sites web qui permettent de trouver des magasins. Mais vous, c'est vraiment basé de l'angle du produit. Exactement. Et vous nous aidez à trouver quel marchand offre ce produit-là. Absolument. Donc, c'est ça, comme vous avez bien soulevé, des plateformes comme ce qu'on appelle en anglais des directories. Ça existe depuis des décennies, comme les pages jaunes ou Yelp.
Et tout le monde, on utilisait ça il y a très longtemps pour trouver des services quelconques. Donc, toujours aujourd'hui, peut-être pour trouver mon électricien, je vais aller sur les pages jaunes. Par contre, pour trouver un produit, tout le monde utilise Google ou Amazon aujourd'hui. Je pense que les deux conjointement, ça représente environ 70% des recherches de produits en ligne. Ça commence par ces deux plateformes-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est Google, c'est évidemment une plateforme que tout le monde utilise. La recherche commence par Google, mais Google a le contrôle sur les résultats. Donc, malheureusement, et heureusement pour ceux qui font bien leur, disons, leur SEO ou qui ont des gros budgets marketing puis qui dépensent beaucoup en publicité Google, ils se retrouvent toujours sur la page 1. Puis souvent, c'est les grosses chaînes internationales à l'échelle nationale. Donc, c'est toujours ceux-là qu'on trouve sur la page 1. Puis personne regarde vraiment à partir de la page 2 et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est tous les petits commerçants qui auraient le produit recherché, puis il y en a des centaines souvent en ville, sont jamais exposés. Donc, nous, on veut vraiment créer une plateforme qui donne vraiment place à tous les commerçants qui auraient un produit, qui donne une chance égale à tout le monde d'être vu par les consommateurs. Et les autres plateformes que je mentionnais tantôt, comme les pages jaunes, ils offrent pas la possibilité de rechercher des produits. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Il y a d'autres plateformes semblables qui existent, dont une qu'on connaît pas mal tout le monde au Québec, le panier bleu. Il y a quand même assez des grosses différences entre Locoshop et le panier bleu. Mais nous, c'est vraiment la transparence. On offre déjà beaucoup plus de magasins. Puis aussi, une des gros différenciateurs, c'est que le panier bleu, c'est pas seulement pour les magasins, c'est aussi, disons, les restaurants, les services. Nous, on s'occupe vraiment juste du marché du détail. C'est vraiment ça notre niche. Les magasins physiques qui ont besoin d'être visibles en ligne. D'où, au départ, est venue votre idée de solutionner le besoin des consommateurs d'acheter un produit? Ça vous est venu comment? Oui, en fait, c'est un peu drôle. On était en pause lunch, moi et mon collègue, qui est d'ailleurs mon programmeur, mon lead developer chez Locoshop. On était assis au centre Rockland. On se demandait pourquoi c'est difficile de trouver un produit qui est disponible en magasin. Pourquoi c'est aussi difficile que ça de le trouver en ligne, de faire des recherches en ligne puis dire tel magasin l'a en stock. Puis ça fait plusieurs années, c'est bien avant la pandémie qu'on a commencé ce projet-là. Malheureusement, il y avait pas beaucoup de magasins physiques, disons en 2017, même peut-être avant, qui avaient adhéré au marché, au e-commerce. Donc, les magasins physiques, c'était vraiment comme, il y avait des systèmes de POS, de point of sale, mais ils vendaient pas en ligne. Donc, pas tout le monde vendait en ligne. Ce qui est arrivé, on a essayé plusieurs applications. Dans le temps, il y avait les applications iPhone, disons, étaient très populaires. On a essayé de créer une application où on scannait les produits en magasin et ça les associait à une adresse physique et on essayait de créer comme un marketplace et on s'est rendu compte qu'on allait nowhere fast, comme on dit en anglais. Donc, on a mis ça sur pause. Puis, ce qui est arrivé, c'est au fil des années, on a vu une adoption plus accrue du e-commerce par tous les magasins. Puis, évidemment, la pandémie a accéléré le processus. Donc, présentement, il y a au-dessus de 25 millions de magasins en ligne dans le monde et environ 350 000 au Canada. Et 25% de ces magasins en ligne sont en fait des magasins physiques. Donc, c'est un gros marché. Puis si on extrapole ça au niveau mondial, il y a une grosse opportunité. Donc, nous, on a décidé d'utiliser vraiment les produits qu'on voit sur les e-commerce. Donc, tous les sites qui sont bâtis avec Shopify, Lightspeed, Wix, Squarespace et compagnie, on peut accéder à ces renseignements-là assez facilement en employant des techniques différentes, mais c'est des renseignements publics qui sont déjà disponibles en ligne, qui sont pas confidentiels. C'est une autre façon d'accéder à l'information plutôt que l'interface web. Donc, nous,
on appelle ça de l'indexation. On indexe on amalgame tous ces renseignements-là sur notre site et on les rend recherchables d'une façon vraiment commune. Donc, une recherche va vous donner plusieurs commerçants pour un produit. C'est aussi simple que ça. Et cette approche-là, comme elle est, vous vous nourrissez avec le code source qui est disponible là, sur Internet, ça veut dire que vous n'avez pas de frontières par rapport au marché. Vous fonctionnez à travers la planète. Peu importe où je me trouve. Par exemple, il y a des gens qui nous écoutent présentement en France, en Belgique, en Afrique du Nord ou ici au Canada. Du moment qu'on lance LocoShop, évidemment qu'on d'accéder à notre géolocalisation. S'il y a un commerçant dans le coin qui offre un service, LocoShop va nous ramener cette information-là. Exactement. Donc, nous, il y a vraiment aucune limite de géolocalisation ou limite technique à la technologie. Nous, on fonctionne vraiment avec les plateformes de e-commerce. On n'est pas affilié à aucune plateforme, mais on est capable d'accéder aux renseignements disponibles déjà en ligne. Ça dépend d'aucune technologie, dans le fond. Et il y a déjà aussi des technologies qu'ils utilisent pour géolocaliser les magasins. Donc, pas mal 90% des commerces sont déjà enregistrés à Google. Google fait un excellent travail d'authentifier tous les commerces légitimes avec pignon sur rue partout dans le monde. Donc, on réinvente pas la roue ici. On incorpore des technologies qu'on connaît déjà. Là où on innove, c'est vraiment comment on rend les renseignements accessibles par les recherches, comment on groupe les produits par catégorie. C'est là la différence LocoShop. C'est sûr que nous, on traite des milliers et des milliers de magasins présentement au Canada seulement, pour l'instant. Mais chaque magasin a des pratiques d'entrée de données un peu différentes. Donc, le problème quand on reçoit, disons, 100 fois le même produit par 100 magasins différents, ben, juste l'étalation du nom du produit, la marque, des fois, ça varie. Il y a des grosses variations entre un magasin puis l'autre. Puis c'est là, disons, notre plus gros problème qu'on résout. Puis il y a des façons toujours de résoudre. Il y a des technologies qui existent, même avec l'intelligence artificielle. Au fur et à mesure, on va être, disons, mieux en mieux positionné pour résoudre ce problème-là et rendre la plateforme encore meilleure pour l'usager. C'est un bel exemple de re-engineering, dans le fond, hein, de prendre ce qui existait déjà là, mais d'arriver à créer une interface qui peut permettre à des gens d'accéder à cette information-là, mais d'une autre façon, qui est peut-être plus intéressante pour eux quand on veut évidemment encourager le marché local. Pas seulement pour le consommateur, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que le consommateur va écrire comme mot-clé ou disons que ça va être quoi sa recherche. Donc, il faut être prêt pour ça, mais aussi pour le commerçant qui a déjà fait son entrée de données. Il n'est pas obligé de recommencer ce processus-là pour LocoShop. Puis d'ailleurs, Amazon, quand on ouvre un magasin chez Amazon, il faut recommencer le processus. Puis c'est ça je dirais des gros blocages. Pourquoi les magasins adoptent pas ça d'une façon plus grande, c'est parce que c'est beaucoup de travail. Puis les commerçants n'ont pas le temps de s'occuper de ça. D'ailleurs, nous, on fait ce travail-là pour nos commerçants, déjà. Puis quand on les appelle pour avoir leur feedback, c'est déjà assez difficile de les avoir au téléphone. Souvent, on est interrompu parce qu'il y a un client qui est rentré. Puis il faut qu'on ait plusieurs conversations sur plusieurs, disons, jours ou même des fois plusieurs semaines. Mais le feedback qu'on a reçu présentement, c'est très positif. C'est ça qui nous encourage. Dan, vous disiez que donc présentement, vos efforts sont faits sur le marché canadien. Plus particulièrement au Québec ou dans les Maritimes, ça ressemble à quoi? C'est partout au Canada. Je dirais qu'environ 20% de nos magasins présentement sont au Québec. Donc, on a au-dessus de 4000 magasins au Canada présentement, dont environ 800 au Québec. C'est sûr que ça va avec avec la grandeur des villes et tout ça. C'est sûr que l'Ontario, il y a une grosse part des magasins qui viennent du marché ontarien et puis Colombie-Britannique et ainsi de suite. Mais le Québec, ça occupe assez une grande partie. Puis on en ajoute des centaines à chaque semaine. Donc ça change tout le temps, c'est jamais statique. C'est ça qui est le fun. Puis là, on se concentre sur le marché canadien parce que c'est notre cours arrière, c'est normal. On veut avoir un feedback, le feedback vraiment des magasins, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça nous permet aussi d'ajouter notre offre de service.
Présentement, ce qu'on offre, c'est un frais d'abonnement de 350 par année. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est aucunement comparable aux frais, même pour la plateforme e-commerce qui peut coûter de n'importe où de 50 à 100 par mois. Donc, nous, on se positionne vraiment comme une dépense vraiment abordable. Puis, on veut pas devenir un problème. On veut juste on veut être une solution. Donc, on veut que tout le monde embarque. Puis, ce qu'on offre pour 350 c'est vraiment un service done for you qu'on appelle. Donc, nous, on va s'occuper vraiment de connecter à votre site web en tant que commerçant, puis de mettre à jour vos produits à tous les mois. Puis on va même promouvoir votre entreprise sur notre blog et on prend ça à cœur, puis on veut que nos boutiques vraiment aient de l'exposure un peu partout au Canada. Donc, pour l'instant, c'est ça qu'on offre, mais en parlant au magasin, on se rend compte qu'il y a plein de besoins que le marché offre pas. Donc, c'est sûr qu'on va ajouter d'autres produits au fur et à mesure. Dan, pour les marchands, les commerçants qui seraient intéressés d'avoir plus d'informations et de l'autre côté, les clients qui seraient intéressés à utiliser le service, j'imagine qu'il y a deux portes différentes. Comment on fait pour ou télécharger l'application pour l'utiliser ou commerçant pour s'enregistrer? Oui, pour le commerçant, c'est pas mal facile. Nous, on envoie des invitations non sollicitées. Donc, à toutes les semaines, on sollicite des magasins qu'on a déjà embarqués sur la plateforme et on les invite à prendre la relève sur leur page de commerçant. Comme ça, ils peuvent effectuer des mises à jour ou nous payer pour faire les services, pour faire les mises à jour pour eux. C'est comme ça qu'on fonctionne. Puis pour les consommateurs, c'est très simple. Il y a juste un site web, c'est un site mobile. Il n'y a pas d'application iPhone, pas d'Android. On veut que ça fonctionne partout sur la planète. Donc www.locoshop.io.com. C'est un site web en fait. Dan Facciolo, fondateur de LocoShop, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Puis, bonne chance avec ce service assez ingénieux. Merci, au revoir. Au revoir. Êtes-vous de ceux qui ont perdu leur valise cet été quelque part en voyage? Si c'est le cas, vous allez sûrement être intéressé par le nouveau produit de mon prochain invité. Laurent Berns est cofondateur de QR Post, un système de traçage de valises, de sacs de voyage ou autres objets qu'on trimballe avec nous, qui est basé sur la communauté d'utilisateurs. Pour en savoir plus, je me tourne vers l'inventeur de la chose. Bonjour, Laurent Berns. Bonjour. D'abord, d'où vient cette idée de créer, j'allais dire une étiquette, mais c'est réducteur, un système de traçage comme celui de QR Post? En fait, l'idée de la technologie est ancienne, puisque en fait, on a développé un système de traçabilité unitaire pour les bouteilles de champagne et vins et spiritueux il y a 8 ans, qui était sur la technologie du QR code. Mais à l'époque, le QR code n'était pas du tout utilisé par les consommateurs. Il était vraiment utilisé uniquement que dans l'aspect B2B. Voilà. Les professionnels. Exactement, vraiment pour les professionnels. Et à l'époque, j'avais créé un prototype, un autocollant en fait, du QR Post. Mais il est resté collé sur ma valise pendant quasiment 8 ans, sans qu'il se passe rien du tout. Et avec mon épouse, on est parti en Islande au mois de mars. Et elle a vu cet autocollant et elle me dit, mais c'est quoi ça? Et donc, je lui explique l'histoire. Elle me dit, mais attends, c'est génial. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose que tu devrais relancer. Et donc voilà. Donc, depuis mars, j'ai travaillé dessus pour relancer tout cet aspect-là, créer des prototypes d'étiquettes bagages, des prototypes, l'aspect logiciel pour qu'ils soient utilisables. Et donc à ce moment-là, en fait, moi, je naviguais un petit peu entre le Québec et la France. J'étais en contact avec une société là-bas et je lui ai présenté ça. Et donc, pareil, elle a dit, mais attends, c'est génial.
Et on est arrivé en disant, finalement, moi, ce qui m'intéresse au Québec, c'est qu'il y a toute une compétence en intelligence artificielle sur Montréal qui peut être très utile pour développer de nouvelles applications demain et de pouvoir finalement travailler à la fois sur l'objet, mais aussi sur toute la partie communauté d'entraide. Parce que l'élément clé dans le QR Post et les bagages perdus, c'est que les gens s'entraident. C'est-à-dire quand ils voient un QR Post, qu'ils aillent naturellement le flasher pour pouvoir après se dire ah ouais, mais si demain j'étais le propriétaire de ce bagage, je serais bien content qu'on aille le flasher. Et donc en fait l'idée est venue comme ça et mon épouse m'a dit il faut vraiment que tu travailles d'un côté sur le produit qui soit simple d'utilisation, pas cher, et de l'autre côté de réfléchir à comment on peut créer une communauté pour que les gens s'entraînent parce qu'en fait c'est assez paradoxal. Les gens d'un côté, ils veulent qu'on leur trouve leur bagage, mais d'autre côté, ils veulent pas mettre ni leur nom, leur numéro de téléphone et leur adresse sur le bagage. Et donc ça, il y a plein d'études qui ont été faites par des entreprises là-dessus. Et donc l'idée de la technologie, c'était de dire, on a une étiquette bagage connecté, mais quand les gens vont flasher, vont numériser le QR code, le code QR, eh ben dans ce cas-là, il n'y a pas les coordonnées qui apparaissent, mais on peut quand même envoyer un message au propriétaire. Donc c'était ça. Et puis l'idée après à terme et pourquoi aussi je viens à Montréal, c'est d'être capable de connecter tous les produits du quotidien parce qu'on le fait pour les bagages, mais tout ce qui est agroalimentaire par exemple, tout ce qui est les compléments nutritionnels que l'on peut avoir pour être sûr que on n'a pas des produits de contrefaçon. Donc le code QR peut vraiment être la réponse à ça, avec toute la technologie de traçabilité unitaire qu'on a mis derrière. Et donc, on va faire le lien directement entre le producteur du produit et le consommateur final. Et donc, l'idée est vraiment là. Et après, chacun va pouvoir avoir l'information dont il a besoin au moment où il en a besoin. C'est-à-dire que le consommateur qui va, par exemple, acheter le produit à un instant donné de l'année, il aura peut-être besoin d'informations et pas les mêmes à d'autres moments de l'année. Donc voilà, ça c'est l'objectif où on veut aller. Mais le premier produit, c'est vraiment l'étiquette bagage connecté et de se dire, finalement, on va participer à ce que beaucoup moins de gens stressent en disant, je ne vais plus perdre mon bagage ou si je l'ai perdu, je sais qu'il y aura des gens de la communauté qui vont le flasher, qui vont me dire, coucou, j'ai retrouvé votre bagage. Et voilà. À l'heure actuelle, est-ce que le système est fonctionnel ou est-ce que vous êtes toujours en recherche et développement? Ah non, le système est fonctionnel depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Donc, on a fait des tests depuis 1 mois et demi, 2 mois et il est officiellement, je dirais, disponible depuis maintenant 10 jours. Et voilà, et ça démarre plutôt fort. Et là, donc, quelqu'un qui est intéressé par votre produit, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on télécharge une application? Est-ce qu'on vous contacte? Non. Est-ce qu'on achète un autocollant personnalisé? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, il y a un site internet qui est qrpost.ca dans lequel, donc vous vous rendez. Il y a une boutique en ligne dans laquelle il y a les différents types d'étiquettes, bagages connectés. Et donc, vous commandez votre étiquette bagage connecté sur qrpost.ca. Vous recevez votre étiquette et après, c'est très simple. Vous numérisez une première fois votre étiquette. Vous rentrez votre numéro de téléphone et vous rentrez votre email et vous activez le code QR. Et à partir de ce moment-là, votre QR Post est prêt. Et donc, si jamais vous le numérisez ensuite, il va vous demander en disant « Merci d'avoir retrouvé mon bagage. Laissez-moi le numéro de téléphone et votre numéro de téléphone et puis un message. » Et directement, ça va partir sur l'adresse email du propriétaire du QR Post qui après pourra prendre contact avec la personne qui a retrouvé son bagage. Donc, c'est très simple. C'est vraiment, je numérise une première fois mon code QR, je rentre mon numéro de téléphone et mon adresse email, j'active et c'est fini. J'allais dire, comme votre épouse vous a dit, là, le défi, c'est de monter la communauté. Exactement. Et ça, c'est le vrai défi. Et comment le faire, en fait, c'est de travailler avec plusieurs, tous les interlocuteurs de la chaîne. C'est-à-dire que des gens comme, aujourd'hui, on est en contact avec des gens comme des compagnies aériennes
avec qui j'ai commencé à prendre contact, des compagnies de chemin de fer, les voyagistes. Tous ces gens-là, aujourd'hui, ils ont tout intérêt à faire développer cette communauté-là parce que ça va leur éviter des tracas immenses. Parce que si tout le monde dans un aéroport a le réflexe de dire, quand ils voient un QR post, d'aller le scanner, les files d'attente aux bagages perdus vont diminuer. Donc l'idée, c'est effectivement de travailler avec tous les acteurs du monde du voyage et du transport et de leur dire, si on se met tous ensemble, on va réussir à ce que cette communauté, elle se crée. Et ça sera pas seulement vos agents qui auront à supporter toute la charge de travail, mais tout le monde va le faire et tout le monde aura envie de le faire parce que tout le monde voudra éviter le stress d'avoir perdu son bagage. Mais sur une approche comme ça, votre modèle économique, qu'est-ce que c'est? C'est de faire payer l'utilisateur pour mettre le QR code sur son sac, sa valise? En fait, il y a plusieurs modèles économiques. La première étape, c'est de le faire connaître. Donc, on a décidé de faire cette étiquette bagage connecté que l'on vend aux consommateurs qui veut éviter de perdre son bagage. Donc ça, et on est sur un modèle très peu cher puisque le prix de l'étiquette bagage, c'est $2. Donc, on n'est pas dans un objet technologique qui va imposer un investissement de la part du consommateur. On n'est pas dans les AirTags ou dans les tiles. Non, justement. Parce que à $2, on n'a pas la même approche que si on doit mettre 15, 20, $30. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on vient de lancer le QR Post. Donc les premières commandes viennent des consommateurs qui trouvent l'idée géniale. Et à partir de ce moment-là, un effet de ricochet. C'est qu'on commence à avoir des voyagistes, et c'est tout récent, là je vous parle des quelques derniers jours, qui nous envoient des emails en disant « faudrait peut-être qu'on se rencontre ». Parce que la beauté du QR Post, c'est que on peut personnaliser à la fois l'étiquette connectée en elle-même, mais aussi l'interface numérique quand on va lire le QR Post. C'est-à-dire qu'on peut très bien le mettre aux couleurs de l'entreprise. On peut très bien faire passer des messages d'information s'il y a besoin au travers de cette interface numérique. Donc c'est, je dirais, le deuxième étage de la fusée, mais qui va être rendu possible grâce aux consommateurs qui commencent déjà à nous faire confiance, parce que ça va montrer en fait aux compagnies de transport, aux acteurs du monde du voyage, que finalement, les gens ils sont en attente d'une solution qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le fait de mettre une étiquette en papier avec son nom, son numéro de téléphone, les gens ils sont pas pour. Par contre, parce qu'ils veulent garder leur anonymat, ils veulent pas être harcelés, ils veulent pas être embêtés par ça. Alors avec ce qu'on propose, ils sont pas embêtés par ça. Donc l'idée, c'est vraiment notre défi, c'est de créer ce cercle vertueux et d'avoir après les entreprises et tous les acteurs du voyage qui disent mais oui, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Donc, à l'heure actuelle, les gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés à utiliser la chose, quelles sont les étapes à faire? On se rend sur le site web et on commande et c'est tout? Exactement. Rendez-vous sur qrpost.ca. Rendez-vous sur la boutique en ligne. Choisissez le QR Post qui vous convient. Il y en a de petites tailles, de couleurs différentes. Il y a même des porte-clés qui peuvent être attachés, en fait, au sac. Parce qu'on a eu des retours en disant il faut aussi que ce soit pas seulement les valises, mais ça soit aussi les sacs de sport, les sacs des enfants. Donc, on va compléter notre gamme de produits en fonction des demandes de consommateurs. On a eu des demandes de consommateurs, une dame qui disait mais ça serait bien de pouvoir faire des colliers pour les chiens et les chats. Enfin, il y en a qui ont sorti pour les enfants, les enfants aujourd'hui, de pouvoir avoir un bracelet. Donc, en fait, on va enrichir notre gamme de QR Post en fonction de ce qu'on va voir arriver de la part de nos utilisateurs. Et pour les âmes charitables qui voudraient faire partie de la communauté sans avoir à voyager, donc des gens qui travaillent par exemple dans les gares, dans les aéroports, dans les terminals de bus, est-ce que c'est possible pour eux tout simplement de prendre leur téléphone et de scanner le code QR? Comment ils le reconnaissent? Alors aujourd'hui, la manière dont on l'a fait en termes de design, c'est très simple. On a fait un téléphone avec un code QR au milieu et en disant numériser, retrouver mon propriétaire. Donc quand ces messages arrivent, si on voit numériser, retrouver mon propriétaire ou en anglais scan, find my owner ou en français scanner, retrouver mon propriétaire, c'est le message, c'est un QR Post. Bon, voilà. Alors, ça, c'est clair. Laurent Berne, du cofondateur de QR Post, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Puis, écoutez, je vous souhaite que vous ayez une grande communauté très bientôt d'utilisateurs. Merci à vous.
Si vous avez aimé le sujet, je vous avise qu'une version plus longue avec Laurent Berns sera également disponible sous peu sur la plateforme de balado d'où vous écoutez présentement cette édition de Mon Carnet, et vous pourrez également la retrouver sur le site web de moncarnet.com. Cette semaine, Thierry Weber nous parle de vidéoconférence, mais à la façon suisse. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. De retour en effet en Suisse, il est temps pour moi de reprendre le rythme, que dis-je, le nouveau rythme de mes chroniques à bord de Mon Carnet. Quoi de mieux dès lors de vous parler d'innovation suisse avec la visioconférence qui se réinvente. C'est au détour d'un épisode en live justement de Comin Mag Live que j'ai eu la chance de revoir Raphaël Briner, entrepreneur aux multiples facettes, qui venait nous vanter les mérites d'une toute nouvelle approche de la visioconférence en ligne. Certes, le confinement est derrière nous et c'est tant mieux, mais les contacts avec les clients ou les collègues se font tout de même très souvent en ligne, tant il est pratique et rapide de le faire ainsi. Alors, c'est une solution digitale imaginée et conçue à Genève par Studio Co qui montre que la solution digitale qui accompagne l'humain ont toute leur place dans la vie professionnelle pour améliorer le travail à distance et les réunions en visio. En quoi consiste cette solution ? Eh bien, son petit nom déjà, TeamPod Co, comme K-O-H, comme il en taille, me semble-t-il, un cylindre à placer au centre de votre table de conférence et qui regroupe autant de vignettes que de participants, le tout visible à 360 degrés. Cet écran circulaire qui s'allume instantanément et fait apparaître vos interlocuteurs est le dispositif qui va modifier votre perception de vos réunions à distance. En étant au centre de la table, la TeamPod Co est proche de tous les participants pour capturer le langage non verbal et les émotions. L'appareil embarque d'ailleurs tous les systèmes de visio connus comme Zoom, Teams, Google Meet, Cisco Webex qui sont préinstallés. Un soin particulier a été apporté aux équipements. Les écrans, au nombre de 4, composent la circonférence de l'appareil. Les 4 caméras haute définition à 360 également. Les haut-parleurs aussi disposés tout autour de l'objet circulaire et la lumière qui améliore la visibilité des visages des participants. Avec ses 4,9 kg et son diamètre de 30 cm, ses connexions USB-C et HDMI, vous pouvez presque l'emmener partout avec vous, d'une salle de réunion à l'autre, au coin café, à la salle de brainstorming. Une technologie certes présente dans notre entretien, dans notre émission, mais aussi présente à Paris lors du dernier Vivatech. Un passage hautement remarqué pour faire briller la Swisstech très active. Priorité au contact humain. Et oui, la combinaison de la proximité et du contact visuel offre une expérience inclusive. Le fait de voir les personnes à distance au centre de la table renforce leur présence au sein de l'équipe et les différents écrans permettent qu'ils soient vus de tous sans avoir à faire pivoter l'appareil. Les conditions optimales de l'utilisation sont de pouvoir faire apparaître sur l'écran 8 personnes au maximum, de disposer ce TeamPod Co sur une table de réunion, dans le lounge, dans la partie café, avec des personnes situées à une distance idéale de 1,50 m de cet appareil. Si vos équipes sont nombreuses, il vous faut réfléchir à en disposer plusieurs exemplaires afin de ne pas dépasser des audiences en présentiel et à distance supérieures à une trentaine de personnes. Cela reste plus agréable et rend le remote work beaucoup plus optimal. Vous l'aurez compris, à l'heure du télétravail, une exigence demandée par beaucoup de candidats à l'emploi, Studio Co veut revenir à des échanges plus humains, centrés sur le dialogue et l'observation de l'autre. L'échange de contenu peut trouver d'autres voies et devient un complément à l'échange direct en gardant, lui, sa présence sur les écrans classiques. Comme le dit Studio Co, nous transformons l'ancienne téléprésence 2x180 degrés avec deux côtés qui se font face en une téléprésence 360 degrés, circulaire, flexible, optimale pour une utilisation dans des salles moyennes et grandes ou des espaces d'atelier ou même des rituels en mode debout. Fin de citation. Cette approche a déjà séduit plusieurs grands groupes, plus d'une dizaine lors de cette édition de Vivatech.
Et il faut le dire, le prix de 8 000 € n'est pas le dernier aspect intéressant du produit quand on voit la facilité d'usage. Il se pilote avec une appli ou depuis son ordi et s'intègre avec les outils bureautiques comme le calendrier Outlook. L'appareil est en pré-série et il est prévu d'être disponible dans le 3e ou le 4e trimestre de 2022. En attendant de vous voir en 360 degrés, je vous dis donc à très bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien. Stéphane Ricoul s'intéresse aujourd'hui au métavers et à cette idée que ces univers virtuels pourraient être bons pour le monde des affaires. Le Forum économique mondial en avril cette année soutenait dans un article que 71% des dirigeants déclaraient que le métavers sera bon pour les affaires. Je n'y crois pas un instant et vous propose de passer au travers de quelques arguments de part et d'autre. C'est sûr que certaines grandes entreprises semblent vouloir investir lourdement dans le métavers, comme elles l'ont déjà fait à une autre époque dans Second Life ou présentement dans les NFT. À l'image du groupe LVMH, qui aurait l'intention apparemment de consacrer 100 millions d'euros à travers son fonds de capital risque pour financer les startups à la fois centralisées et décentralisées, financer l'infrastructure Web3 et l'économie des créateurs. Un fonds donc particulièrement dédié à tout ce qui est lié à la cryptographie. Ce qui peut paraître paradoxal dans un contexte où les investissements en capital risque dans ce domaine, en Asie comme aux États-Unis, ont chuté de 22% au deuxième trimestre de cette année, selon un rapport de The Block Research, passant de 12,5 milliards de dollars levés au premier trimestre à 9,8 milliards au second. À l'opposé, l'Europe semble vouloir se positionner comme leader, ou tout le moins cherche à dominer dans le monde des startups en cryptographie, en résistant à cette tendance baissière par une augmentation, elle, de 25% de ses investissements durant cette même période. Quelqu'un semble avoir compris autre chose que l'autre, en tout cas, on verra bien qui gagne dans ce jeu des prédictions. Et LVMH n'est pas la seule. À Londres, Blossom Capital a consacré 432 millions de dollars, soit un tiers de son fonds d'investissement, à des entreprises de cryptographie. À Berlin, Cherry Ventures a lancé un fonds de 34 millions de dollars pour cibler ces mêmes startups cryptographiques. Des sommes quand même peu conséquentes, on s'entend, si on les compare par exemple à Andreessen Horowitz, désolé si je prononce mal, qui a annoncé un fonds massif de 4,5 milliards de dollars pour les startups blockchain, ou encore à Sequoia Capital, qui a lancé son premier fonds crypto avec 500 millions de dollars. Car même si l'investissement aux États-Unis est en baisse, il reste tout de même en tête, avec un total de 5,4 milliards de dollars levés contre 1,8 milliard de dollars pour l'Europe, qui vient cependant de dépasser l'Asie par une faible marge. À présent, le sondage auquel fait allusion le Forum économique mondial et que j'ai cité au tout début provient d'un cabinet conseil international connu de tous qui semble croire que 2022 sera une année charnière pour le métavers et le monde des affaires, année durant laquelle les entreprises comprendront réellement de quoi l'avenir est fait et devront se projeter sérieusement dans ce qu'ils appellent un spectre de monde, de réalité et de modèles commerciaux améliorés par le numérique, prêts à révolutionner la vie et l'entreprise au cours de la prochaine décennie. D'après eux, les mondes physiques améliorés par le numérique passeront des espaces limités qui existent actuellement, tels que les usines connectées, à des quartiers et des villes entières intelligentes. Adopter ou se laisser distancer, en gros, c'est ça qu'ils disent. On n'est pas loin, si vous voulez mon avis, du marketing qui avait été fait autour du bug de l'an 2000. Commençons donc par maîtriser nos données d'entreprise et par les protéger adéquatement, et on verra pour l'univers virtuel plus tard. Et les exemples donnés dans cette étude comme le Gucci Garden Experience ne sont pas crédibles à mes yeux, car non représentatifs d'une utilisation de masse. Et c'est là pour moi que tout se joue, l'adoption de masse. Sinon, ça reste une technologie de niche, utile dans certains cas précis, certes, voire
performante et parfois utilisée dans certaines industries. Tout ça, je suis d'accord, et le métavers a probablement un avenir pour ça, mais de masse, vous m'excuserez, mais j'ai du mal à m'imaginer une adoption de masse de cette approche, du mal à imaginer un monde dans lequel tout le monde porterait des lunettes pour accéder au métavers. Et vous savez pourquoi je me permets de dire ça? Parce que toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles applications qui ont connu un succès retentissant de par une adoption généralisée ont tous en commun une chose, celle d'avoir éliminé une friction majeure ou d'avoir simplifié notre quotidien. Pas de nous avoir inventé un monde parallèle dont on n'a pas besoin. C'est le géographe américain Jared Diamond qui parle des 4 modèles à considérer lors de la recherche d'une adoption technologique, soit 1. L'avantage économique relatif avec la technologie existante, 2. La valeur sociale et le prestige, 3. La compatibilité avec les intérêts acquis et 4. La facilité avec laquelle ces avantages peuvent être observés. Pour le premier point, la technologie a besoin d'être plus efficace que celle qu'elle prétend supplanter, pas juste meilleure. Dans le cas du métavers, disons que les réunions virtuelles sont plus ludiques qu'avec Teams ou Zoom, mais de là à dire plus efficace, je vois pas trop en quoi. Ensuite, existe-t-il une valeur sociale ou un certain prestige au métavers? Sachant que tout se passe dans nos salons ou au bureau, difficile de pouvoir se bomber le torse avec ça dans la rue ou même dans une simple conversation entre amis, ça relèvera plus de la curiosité que du prestige. Concernant la compatibilité avec les intérêts acquis, là le métavers pourrait jouer tout son rôle et exploiter ça, notamment sur des utilisations de niche. Je pense par exemple à la formation professionnelle. Mais encore une fois, si l'on pense marché de masse, je reste persuadé que nous aurions trop à perdre humainement parlant à adopter le métavers. Enfin, sur la facilité avec laquelle les avantages d'une technologie peuvent être observés, le métavers va avoir des croûtes à manger pour convaincre, en commençant par les quelques milliards d'utilisateurs de Facebook. Le métavers est loin de ce que le iPhone était en termes de nouveautés technologiques, en tout cas dans ma tête à moi. C'est pour ça que j'y crois que peu ou prou. Encore plus facile pour se projeter dans l'avenir, la notion d'accessibilité du cabinet Nielsen met quant à moi la survie du métavers en grande difficulté. On parle de l'accessibilité pratique, qui met l'accent sur la relation entre les fonctionnalités proposées et la facilité d'usage, pour laquelle le métavers pourrait être un candidat, et l'accessibilité sociale, qui inclut les impressions des utilisateurs, les attitudes et les contraintes sociales et normatives conduisant à choisir ou supporter l'utilisation d'une technologie donnée pour laquelle le métavers risque fort de perdre sa bataille. Si les expériences immersives sur des plateformes virtuelles et dans des univers décentralisés avec des avatars font partie intégrante du Web 3.0, auquel au passage je crois, car il représente une évolution somme toute logique du Web 2.0, elles ne seront que divertissements pour une société en mal de consommation. Mais comme j'entrevois plus une diminution des usages numériques à titre individuel pour une recentralisation sur l'humain, je pense que le passage de Facebook à Meta risque de lui être fatal. Quant au métavers, de façon générale, il pourra peut-être avoir un certain succès dans des applications professionnelles, mais une fois la journée terminée, je gage que nous n'aurons qu'une seule envie, voir du vrai monde, voir notre monde à nous. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à mes invités, merci à Thierry Weber et Stéphane Ricoul d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est vraiment apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.